Burkina Faso à la tête du G5 Sahel pour une durée d'1 an. C'est la décision prise par les chefs d'État des pays du G5 Sahel réunis à Ouagadougou ce 5 février pour la clôture de la 5e session ordinaire de la conférence des chefs d'État. Dans l'actualité de ce 5 février également, la suite des auditions des témoins dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. Parmi les témoins à la barre, Eddy Komboigo, le président du CDP. Et puis à Bobo-Dioulasso, réveil difficile hier pour les habitants du secteur 18 de la ville où des bulldozers ont détruit plusieurs concessions. Une opération de déguerpissement ordonnée par les autorités de la ville. Plusieurs familles se retrouvent sans toit. Pour quelles raisons l'opération a-t-elle été commandée? La réponse dans ce 19h30. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'actualité. Ibrahim Boubacar Keïta, Idriss Déby Itno, Mamadou Issoufou, Mohamed Ould Abdelaziz, Roch-Marc Christian Kaboré, les chefs d'État des pays du G5 Sahel, se sont réunis aujourd'hui 5 février à Ouagadougou pour la clôture de la 5e session ordinaire des chefs d'État du G5 Sahel. Une réunion au thème de laquelle le Burkina Faso a été porté à la tête de l'institution. Roch-Marc Christian Kaboré qui dit s'inscrire dans la même dynamique que son prédécesseur, c'est-à-dire appuyer sur les deux leviers que sont la mobilisation des fonds pour la force conjointe et l'insistance sur le volet développement. Le compte rendu de Rémi Lambert-Nébier. Poursuivre et consolider les acquis engrangés sous la présidence du Niger. C'est l'objectif que s'assigne le Burkina Faso en prenant la direction du G5 Sahel pour l'année 2019. L'opérationnalisation de la force conjointe a été effective en 2018, mais son fonctionnement reste toujours confronté à un manque de moyens financiers. Entre les promesses et les engagements qui ont été pris pour soutenir la mise en puissance de la force conjointe, il y a encore un écart important. Et il faudra qu'avec les différents partenaires, nous ayons un véritable débat pour lever, je dirais, les entraves qui ne permettent pas la mise en œuvre donc, de ce que nous avons décidé ensemble. Au thème de cette 5e conférence, les chefs d'État des pays du G5 Sahel ont lancé un appel à la pacification de la Libye et à l'inscription de la force conjointe au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Les chefs d'État réitèrent leur appel au Conseil de sécurité des Nations Unies à examiner favorablement leur requête de placer la force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il plaide en faveur d'une coopération plus étroite entre le G5 Sahel et les Nations Unies. Les chefs d'État réitèrent leur appel à la communauté internationale pour une juste appréciation de l'ampleur régionale et internationale de la crise libyenne et pour une harmonisation des efforts de tous les pays concernés dans la perspective de la réconciliation nationale et de la stabilisation de la Libye. À cette 5e conférence, une résolution a été également prise par les chefs d'État pour engager des actions fortes pour la réouverture des écoles fermées dues aux attaques et pour mettre fin aux conflits intercommunautaires en regain au sein de l'espace sahélien. Parce que comme vous savez, chaque fois qu'il y a des menaces qui sont pesées sur les zones, les écoles sont fermées, également pour des questions sécuritaires toutes simples. Et cela renvoie des élèves en quantité à ne pas pouvoir suivre également les cours. Donc c'est des préoccupations qui sont là. Et nous devons travailler ensemble, chacun dans son pays et également aux abords de nos frontières, pour réduire le temps, je dirais, les distances de circulation des terroristes entre nos deux frontières et entre nos différents pays. L'éclosion des conflits communautaires nous interpelle à faire en sorte que la cohésion également soit au centre de nos préoccupations. La lutte contre l'exclusion, le fait d'appartenir à un même pays, le fait d'appartenir également, je dirais, à une même communauté qui est le G5 Sahel. Le président du Faso s'est engagé à mener des actions pour accroître la résilience des populations du Sahel à travers le plan d'investissement prioritaire dont le cadre de suivi de la première phase a été adopté à cette 5e conférence ordinaire. Le G5 Sahel pourra d'ailleurs compter sur le soutien du Japon qui compte lui apporter une assistance financière de plus de 11 milliards de francs CFA.
Vous le savez, l'objectif majeur du G5 Sahel, c'est bien la lutte contre le terrorisme. Il faut dire que le phénomène fait rage au Burkina Faso, mais la riposte s'organise. Près de 200 terroristes ont été tués, nous apprend l'état-major général des armées. Une action saluée par l'opposition politique. C'était au cours de son hebdomadaire conférence de presse ce matin. Le compte rendu d'Abdoulazak Traoré. Des nouvelles faisant état d'exploits réalisés par les forces de défense et de sécurité dans plusieurs opérations de riposte face au terrorisme, le CFAP applaudit et encourage. Nous avons eu la bonne nouvelle du succès enregistré par nos forces de défense et de sécurité qui ont neutralisé 146 terroristes. Nous nous en réjouissons et les encourageons à encore plus de victoires éclatantes. Le sursaut patriotique de nos FDS est à glorifier. Si l'opposition politique salue la bravoure des FDS, elle fustige cependant le président du Faso dans sa gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Pour elle, le problème est lié à la personne du président du Faso. Roch n'a jamais été la solution. Il est le problème central. Avec lui, le Faso va droit dans le mur. Notre pays est en train de sombrer. C'est dans une situation gravissime qui interpelle tous les patriotes. Allons-nous laisser le MPP et ses alliés détruire la terre de nos ancêtres? Tout le monde voit bien que la solution à notre problème, ce n'est pas un changement de Premier ministre, mais un changement de régime. La subvention accordée à 6 partis politiques a défrayé la chronique la semaine dernière. Interrogé sur la question, le CFAP fait comprendre que ce financement existe depuis longtemps et que c'est une initiative voulue par les partenaires au développement. Mais tout compte fait, les conférenciers sont favorables à la suppression de cette subvention. Si nous nous mettons d'accord pour supprimer cette subvention, l'opposition ne s'y opposera pas. L'autre point abordé à cette rencontre hebdomadaire avec les journalistes, c'est ce que le CFAP a appelé politisation à outrance de l'administration. Il dit avoir reçu des plaintes de travailleurs grévistes sanctionnés pour faire de grève. Le gouvernement a été interpellé sur le sujet, tout comme il l'a été sur la nécessité de respecter ses engagements dans le cadre des accords signés avec les syndicats de l'éducation. Le CFAP qui a justement salué la levée de la suspension des évaluations. Il a également appelé l'État à travailler à la manifestation de la vérité après le massacre de Yurgou. À partir de 2020, débuteront les travaux de construction du chemin de fer entre le Burkina Faso et le Ghana. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre des Transports Vincent Dabilgou lors du lancement des travaux d'études de cette ligne d'interconnexion ferroviaire entre les deux pays. Madina Sine. Il a exactement 8 mois. 8 mois pour élaborer les dossiers techniques de consultation des entreprises, l'appui conseil et le suivi des travaux du chemin de fer Burkina Faso-Ghana. Les travaux d'études lancés ce 4 février vont permettre de situer et de matérialiser avec exactitude le tracé du chemin de fer. Ils permettront également de déterminer les terres et les réserves foncières qui seront touchées par ce projet. Et c'est le groupement italien Engineering Vision Consult qui se charge de cette mission. Et nous avons espoir véritablement que dans les 8 mois à venir, on pourra obtenir les résultats attendus, à savoir un dossier technique que nous allons soumettre aux partenaires privés qui va construire le chemin de fer. Le rail est le moyen de transport de masse le plus fiable, le plus économiquement rentable et le plus intégrateur des peuples selon le ministre des Transports. Ce projet de construction du chemin de fer Burkina Faso-Ghana présente donc de nombreux avantages pour les deux États. Vous savez que le Burkina est un pays de transit. Ce projet va nous permettre de pouvoir nous asseoir comme un véritable pays de transit pour le Mali et pour le Niger. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un corridor avec des routes bitumées. Ce projet va nous permettre de pouvoir alléger les routes bitumées en direction du Ghana. Et nous permettre aussi aux pays comme le Niger, aux pays comme le Mali, de pouvoir passer par notre pays en empruntant soit la route ou en empruntant les rails. Donc c'est un projet d'économie, un projet qui va nous brancher et nous permettre d'exporter aussi. C'est pour ça que nous avons fait en sorte que le projet passe par Bagrépol. Nous allons exporter et nous allons aussi importer. Et vous savez que le transport par les rails est le transport le plus
le moins cher possible. Donc véritablement, c'est un projet à l'endroit des opérateurs économiques. C'est un projet aussi à l'endroit de l'intégration des peuples, parce que nous allons maintenant voyager simplement, rapidement et en sécurité. Les travaux de construction du chemin de fer Burkina Faso-Ghana à proprement dit débuteront selon Vincent Dabilgou en 2020. Une fois terminé, il traversera les villes de Ouagadougou, Kombisiri, Manga, Begedo, Garango, Tenkodogo, Bagré, Paul, Zabré et Pau. Sur le territoire ghanéen, il traversera la ville de Dakola en direction du port de Tema et terminera son parcours dans la capitale ghanéenne, Accra. Direction Bobo Dioulasso maintenant, notamment au secteur 18 de la ville, où les habitants ont été réveillés hier par les bruits des bulldozers, une opération de déguerpissement ordonnée par les autorités de la ville pour libérer le terrain qui appartient à un camp militaire. Résultat, des centaines de familles se sont retrouvées sans toit, gagnées par la résignation et le désarroi, le tout mêlé à de la colère. Le reportage de Justin Dabiré. Nous ne sommes pas dans un camp de déplacés, mais bien au secteur 18 de Bobo Dioulasso. Ces habitants ont été déguerpis très tôt ce lundi matin de leur zone d'habitation. Cette zone non lotie est, selon les autorités communales, un domaine du camp. Pour les mêmes autorités de la ville, les habitants du secteur 18 avaient été prévenus de leur installation illégale sur ce site. Un avis qui ne convainc pas Abdoulaye Sanou, installé sur ce site depuis plus de 20 ans. Normalement, les camps militaires devraient venir faire des piquets. Là, si on savait que c'est les camps militaires, on ne va jamais venir s'installer. Aujourd'hui, maintenant, on chasse des Burkinabés en Italie, au Ghana, partout en Afrique. Maintenant, c'est pour créer des djihadistes. C'est pour créer, ça on dit de l'insécurité. Ça, ce n'est pas de l'insécurité. C'est eux qui sont en train de créer maintenant de l'insécurité. Selon moi, toutes les autorités sont complices. Toutes les autorités sont complices. Roch même n'a qu'à essayer de voir. Il n'a qu'à voir des images comme ça. Sincèrement, dit là, au moins ici, là, je n'ai jamais aimé Blaise. Mais aujourd'hui, là, hein, Blaise et Roch, là, non, c'est pas la peine. Blaise n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. La plupart des habitants du secteur 18 ne refusent pas de quitter le domaine du camp. Comme cet habitant, il demande d'être relogé sur un autre site. On demande les permissions seulement pour qu'on n'a qu'à nous aider. Si on peut faire possible, nous gagner un coin. C'est ça que nous on est. On vous demande seulement, nous on n'est pas les forges. Et c'est la main vide, ça peut faire un combat avec celui qui a un fusil. Ça ne peut pas. Il faut qu'on ait qu'à regarder. On demande l'État, il n'a qu'à regarder, nous aider avec les coins. Vraiment, nous, on n'est pas les coins pour s'asseoir. Ces dames qui disent ne pas savoir où aller avec leurs enfants ne comprennent toujours pas l'action des autorités. Elles s'en remettent donc à la volonté divine. Je vais les suivre pour qu'ils me donnent un lieu où dormir. Ils nous ont surpris. Certains dormaient même et ils sont venus les déguerpir. Donc, il faut qu'ils trouvent une solution. Si on parle d'un pays, c'est qu'il y a un chef. Nous sommes des enfants. On ne connaît rien. Le dernier mot revient à Dieu. Adama est un élève de la classe de 3e au lycée provincial Molo Sanou de Bobo Dioulasso. Ce matin, et comme bon nombre d'autres élèves de ce secteur, il a été obligé d'abandonner ses cours pour venir en aide à sa famille et sauver ce qui doit être sauvé avant le passage des bulldozers. Ce matin, c'est vrai qu'on était à l'école, on a entendu les communications et tout, qu'ils allaient venir aujourd'hui casser nos maisons, mais on n'avait pas su que ça allait être vrai. Donc, le frère m'a appelé, qu'ils ont commencé à casser, voilà pourquoi je suis revenu. Mes petits frères et les enfants de mes frères, je ne sais pas comment ils vont faire. Le déguerpissement des habitations spontanées dans la ville de Sia vise, selon les autorités, à assainir le domaine foncier à Bobo Dioulasso. Une action certes légale, diront-elles, mais où loger ces centaines de populations qui ne savent plus à quel saint se vouer. Et on revient à Ouagadougou et je vous amène dans une commune périphérique, celle de Koubri, où le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones a organisé une sortie dans une ferme pour une centaine de ses membres, une manière de les inciter à faire preuve de persévérance, à l'instar du promoteur de la ferme de Guigem Tenga, pour qui les débuts n'étaient pas du tout gagnés. Abdourazak Traoré. Au départ, il était vu comme celui qui voulait transformer un désert en une forêt.
Les plus sceptiques ont qualifié le projet de El Hadj Harouna Zoundi d'utopique, car sur cet espace, il n'y avait que des collines jusqu'en 2013. Avec des ressources limitées mais gonflées à bloc et armé de courage, il a pu transformer les montagnes en une ferme agro-silvo-pastorale qui abrite au moins 7 projets. Jardinage, élevage de volailles, de bovins, d'ovins et de caprins, presque tout réussi dans cette ferme. Il y a même cette unité de production d'eau minérale. Ce sont donc plusieurs emplois qui sont créés. Pourtant, au début, ce n'était pas évident. Et souvent, on pense qu'on a besoin de beaucoup. Je prenais l'exemple, c'est le poulailler, un poulailler ici de 3 mètres carrés. Tu peux avoir environ 300 allonges de coquelets. Avec environ 500 000, tu peux faire ce projet qui est rentable en 3 mois si c'est bien géré. Donc c'est le lieu pour moi de lancer un appel à nos frères et sœurs qui sont tentés par l'aventure, de leur dire qu'ils peuvent réussir ici au pays des hommes intègres. L'entrepreneuriat, il faut dire que c'est tout. Tout est dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir l'ambition de vouloir entreprendre. Il faut vouloir entreprendre. Et il faut un tic dans la tête. C'est pour ça que nous avons organisé cette activité ici, sur site, pour faire ce tic-là dans la tête de nos membres. Il y a beaucoup de gens qui partent mourir dans la Méditerranée voulant traverser le continent, alors qu'avec ce qu'ils ont pour faire ce voyage-là, ils peuvent entreprendre. Je pense que le promoteur de la ferme, dans sa communication, fera ressortir d'où il est parti et aux résultats attendus aujourd'hui. En recevant dans sa ferme le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones, le promoteur présenta avec fierté son parcours tant apprécié par les partenaires. Souvent on voit certains jeunes, oui, j'ai les idées de projet, il me manque l'argent. Si c'est les idées là, c'est plein. Il me manque l'argent, mais soi-même, qu'est-ce qu'on fait? Une fois l'idée vient, il faut aller sur le terrain avec les moyens de bord. On essaie. Les accompagnements vont venir, vous avez vu autour de lui. La FPPME est là, la Caisse populaire est là et plein d'autres partenaires. Que la Caisse populaire existe dans les 45 provinces du Burkina. Donc partout où tu es en tant que jeune et que tu entreprends, tu peux approcher la Caisse populaire pour t'accompagner dans cette initiative-là. Et donc nous saluons l'initiative de la CAGEF et nous voulons inviter déjà ceux qui ne sont pas encore membres d'un réseau d'entrepreneurs à pouvoir y adhérer parce qu'il y a plein d'avantages. On a vu, ça peut être source de génération d'affaires. Au menu de la visite, des communications pour davantage motiver cette centaine de jeunes à faire sienne toutes ces idées d'entrepreneuriat narrées par le promoteur de la ferme. Des praticiens des droits d'auteur et des droits voisins sont réunis à Ouagadougou depuis hier. Venus de 15 pays d'Afrique et d'Europe, ils participent à l'Académie de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Alfred Thioyer. Pour la première fois sur le continent africain se tient à Ouagadougou l'Académie de l'OMPI, le centre par excellence de la formation et de l'enseignement en matière de propriété intellectuelle pour les pays membres de l'institution. Le mode de production, d'exploitation et de consommation des œuvres de l'esprit sont en pleine mutation et il apparaît nécessaire pour les membres des bureaux du droit d'auteur d'actualiser leurs connaissances. Ils sont venus de 15 pays d'Afrique et d'Europe pour prendre part à cette académie de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Une fierté pour le Burkina Faso d'abriter cette session. Une session de formation sur la problématique globale des droits d'auteur est une bonne chose. Parce qu'un des défis que nous devons relever en Afrique, c'est de travailler véritablement à sortir nos artistes de la précarité. Si nous voulons sauver la création artistique, il faut véritablement que les différents mécanismes non seulement soient performants, mais que les différents mécanismes soient compris par ceux qui sont chargés de les appliquer. C'est en cela que cette session de formation nous paraît très utile. Une bonne chose qui témoigne de la bonne réputation du BBDA, le bureau burkinabé du droit d'auteur qui capitalise plusieurs années d'expérience en matière de gestion du droit d'auteur.
Écoutez, le Burkina Faso totalise quand même pratiquement près de 34 ans de gestion collective à travers le bureau burkinabé du droit d'auteur. Et c'est un bureau qui s'est caractérisé pendant ces 33 ans par une constance de la répartition des droits sans interruption. Donc c'est déjà un atout, mais également aussi du fait aussi que le Burkina Faso participe dans les instances de l'OMP, normalement le CDIP qui est le comité de développement de la propriété intellectuelle, ou le SCCR qui est le comité des droits d'auteur et des droits voisins, de façon très assidue, en proposant aussi également des programmes très alléchants aux instances donc, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Je voudrais par exemple vous parler du prochain projet qui sera adopté en avril 2019 par l'OMP, qui est intitulé « Renforcement de la filière musicale au Burkina Faso et dans certains pays africains ». C'est autant de projets qui permettent quand même de mettre un peu de phare sur le bureau burkinabé du droit d'auteur et donc d'abriter cette cérémonie qui témoigne de l'excellence des rapports entre l'OMP et le bureau burkinabé du droit d'auteur. Merci. L'Académie de l'OMPI se tient du 4 au 8 février 2019. Des participants venus du Burundi, du Tchad, de Madagascar, du Cameroun, entre autres, seront outillés par des experts nationaux et internationaux. Parlons partenariat nord-sud à présent. La commune de Boussé au Burkina Faso et celle de Loué en France renforcent leur collaboration. Elle s'est matérialisée par une signature de convention entre les deux communes. Abdelaziz Sari. Commune urbaine de Boussé dans le plateau central et commune de Loué en France. Deux municipalités plus que jamais déterminées à rester unies. Pour consolider cette relation, une convention de jumelage est signée entre Nicolas Sawadogo, maire de Boussé, et Dominique Croyot, son homologue français. Une charte à travers laquelle la commune française s'engage à accompagner sa sœur burkinabé dans sa politique de décentralisation. En fait, ce jumelage, il n'est pas de rien, puisque dès le départ, il y a eu des échanges avec les fermiers de Loué, qui est une entreprise très importante sur la commune, et qui ont un véritable savoir-faire sur le développement des volailles en France. Ils sont labellisés. Donc ça fait 15 ans qu'ils font des échanges et qu'ils travaillent ensemble. Et on nous a proposé donc d'élargir ce partenariat au niveau communal. Et nous avons accepté puisqu'il y avait déjà des racines. Donc maintenant, c'est à nous de travailler pour voir d'abord quels sont les besoins de la commune de Boussé, d'où notre venue ici avec une délégation très importante. Ce jumelage est le deuxième de la commune de Loué après celui de 1969 avec une mairie allemande. Tout en saluant le choix porté sur sa commune, le maire de Boussé sollicite l'accompagnement de toutes les autorités de la région afin que cette amitié soit fructueuse. Cette signature n'est pas simplement un aboutissement, mais c'est aussi le point de départ d'une collaboration et des échanges entre les deux communes sœurs que je souhaite riches et fructueux, et en sollicitant l'accompagnement effectif de Madame le gouverneur représentant son Excellence, Monsieur le Président, Roch Christian Kaboré du Burkina Faso, pour que le développement de Boussé, il y ait des industries, il y ait ici à Boussé le départ effectif de l'émergence totale au Burkina Faso. Pour le gouverneur du plateau central, ce jumelage vient à point nommé. Elle attend beaucoup de cette union entre communes françaises et burkinabé. J'attends des actions de développement. La commune de Loué est réputée être une commune réputée pour son aviculture, pour les bonnes pratiques avicoles qu'ils connaissent. Et vous savez que dans la région du plateau central, de façon générale, c'est les populations sont occupées par le secteur de l'agriculture, le secteur rural, l'agriculture et l'élevage. Et je suis sûre qu'avec l'expérience qu'ils ont, on pourra en tout cas capitaliser des bonnes pratiques, les partager et faire un bon focus sur le développement des populations à travers le renforcement des capacités et puis le partage d'expériences. La commune de Loué est située à l'ouest de la France, entre Paris et Nantes. L'une de ses activités principales est l'élevage. Venons-en à la suite de l'audition des témoins dans le procès du Putschmaké de septembre 2015. Parmi eux, le président du CDP, Eddy Komboyogo, comment s'est passé son interrogatoire et celui des autres témoins à la barre avec lui ce 5 février. Le résumé de l'audience avec Luc Pabelgem.
L'audition du témoin Ilboudo Mohamed Rachidi le Baron a concerné 2 accusés, en l'occurrence Nanema Husseini Faisal et Bagnan Abdul Karim Di Lota. Tous les 3 sont des militants du CDP, le témoin et les 2 accusés. En ce qui concerne Nanema Husseini Faisal, c'est cet accusé-là qui lui aurait proposé la somme de 500 000 francs CFA plus une moto pour venir témoigner pour Bagnan Abdul Karim Di Lota et charger un certain Ouedraogo Mathias Di Noraogo. L'accusé a reconnu avoir collaboré avec la gendarmerie afin de faire venir ces témoins de Diapara. Sinon, lui, il ne le connaissait pas du tout. Si ce n'est quand le général Gilbert Djindéré l'a envoyé auprès de lui pour récupérer une carte mémoire. Mais le général a refuté tous ces faits à la barre quand il a été appelé. En ce qui concerne l'accusé Bagnan Abdul Karim Di Lota, le témoin dit ne pas oublier cet accusé-là parce que c'est lui qui lui a sauvé la vie quand il était pris à partie par des badauds et des militaires au domicile de feu Salifou Diallo. Sur place, Lota a même eu à lui demander ce qu'il faisait là-bas avant d'intercéder auprès des militaires pour qu'on le libère. Par la suite, il s'est retrouvé dans une 4x4 blanche avec Lota et des militaires, direction Monument aux Héros Nationaux. Sur place, Lota a demandé qu'on dépose ce témoin-là là-bas et il a même demandé à un ami, Kinda Yakuba, de s'occuper de lui avant de continuer avec ses militaires, puis revenir plus tard sur une moto 135 de couleur rouge et blanc. À la suite de ces 3-là et du témoin Ilboudo Mohamed Rachidi le Baron, c'est Edi Kombouego qui est passé à la barre. Edi Kombouego, expert comptable, gérant du cabinet Kafeka et président du CDP, est passé à la barre pour dire ce qu'il savait de cette affaire. Et sur le 16 septembre, il dit qu'il a convoqué une réunion pour remplacer les noms des candidats qui avaient été invalidés suite à la loi Chérif. La réunion s'est tenue de 9h à 14h au siège du CDP. Il y avait les camarades Fatoumata Djindéré, Achille Tapsoba, Salifou Sawargo, Moïse Traoré, Nyon et autres camarades du secrétariat permanent. Il est rentré chez lui pour ramener une somme de 15 millions de francs CFA pour lancer la campagne. Ensuite, il est rentré, mais par la suite, il a appris qu'il y avait des mouvements à Kosiam. Il est arrivé sur Kwame Nkrumah au niveau du siège, il s'est renseigné, il a eu des informations, mais il ne s'est pas attardé. Il a continué, il n'a pas présidé une autre réunion. En la date du 16, il est formel. Quant à certains montants qui auraient circulé, qui auraient transité de la Côte d'Ivoire et arrivé au CDP et d'autres partis pour soutenir le CND, il n'en sait rien. Il ne sait rien des 51 millions qui sont arrivés, il ne sait rien des 20 millions qui sont arrivés, il ne sait rien aussi des autres réunions qui se sont tenues au niveau du monument aux héros nationaux. En tout cas, il est formel, ce n'est pas de l'initiative du parti. Même la manifestation du 19 septembre, ça n'a pas été sur l'initiative du parti. Il n'a pas soutenu financièrement aussi des putschistes. Le CDP n'a pas été l'aile politique du CND ou des putschistes. Le CDP n'a pas soutenu le coup d'État. Il précise même qu'il a fait convoquer une réunion en son absence pour condamner le coup d'État. Il dit que le CDP n'a pas été signataire d'une déclaration soutenant le CND. Le président du CDP est formel, il est venu dire tout ce qu'il savait, mais on le précise, il a d'abord été inculpé, il a fait 4 mois et demi à la MACA avant d'être blanchi. Son audition se poursuit demain à 9h. Voilà, et pour terminer ce journal, cette information sportive qui vient de nous parvenir, on apprend que l'entraîneur de l'ASFA Yenenga, Cheikh Oumar Koné, a été limogé aujourd'hui même. Il faut dire que les jaunes et verts traversent depuis un certain moment des moments difficiles dans le championnat de première division. Leurs 2 derniers matchs, notamment, se sont soldés par des défaites. Voilà, nous y reviendrons plus en détail dans nos émissions de sport, notamment le Sport Time pour ce vendredi prochain. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30. Merci de votre fidélité.